Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Rock Hard de 1977, un jeu qui sera édité chez Devir Games en 2024. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'autrice Jackie Fox, qui est d'ailleurs une musicienne professionnelle. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 45 à 90 minutes. Le but du jeu est de devenir le chanteur ou le musicien le plus célèbre. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de collection d'ensemble dans lequel on va incarner un musicien en devenir qui va aussi avoir son propre pouvoir variable. Alors, Rock Hard 1977, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table et on va prendre soin de le placer du bon côté selon le nombre de joueurs, donc celui-ci, et pour les parties à 2 et 3 joueurs, alors que le verso sera utilisé pour les parties à 4 et 5 joueurs. On va ensuite placer le marqueur de manche sur la case du mois d'avril du calendrier qui va représenter la piste des manches. On va mélanger les cartes événements et on va les placer sur le plateau à leur endroit respectif pour former une pioche. Et on va faire la même chose avec les cartes envie de sucre qu'on va placer dans le bas du plateau principal. Et on va faire de même avec les cartes sorties. On aura 5 pioches de cartes sorties différentes qu'on peut reconnaître avec les différents symboles de couleur. Ce sont les emplacements que les joueurs vont visiter pendant la nuit pour faire différents événements. On va ensuite mélanger les jetons de sortie populaire et on va en placer un à côté de chaque emplacement où il y a des cartes sorties pour savoir où les joueurs vont aller veiller et combien de temps ils vont veiller dans leur nuit pour la première manche. On va mélanger les cartes objectifs communs de production et on va en prendre une au hasard qu'on va aller placer sur le plateau principal dans l'emplacement indiqué et le reste de ces cartes seront remises dans la boîte de jeu. On va faire la même chose avec les cartes bonus de performance ainsi que les cartes bonus de publicité. On aura donc toujours 3 objectifs communs pour la partie. On va ensuite piocher au hasard 3 cartes de chaque lettre pour les random gigs et on va les empiler les unes par-dessus les autres en ordre alphabétique, donc les cartes A par-dessus les B, les cartes B par-dessus les C. On va donc avoir 9 cartes pour la partie et on va aller les placer sur leur emplacement respectif sur le plateau principal. Et les autres cartes de Random Gig seront remises dans la boîte de jeu. On va placer les billets de 1, 5 et 10 $ sur la table pour former une réserve. Et on va faire la même chose aussi avec les différents jetons. Une réserve pour les jetons de bonbons, les jetons de techniciens, ainsi que les jetons d'absence au travail. On va aussi placer le dé à côté du plateau principal. Tous les joueurs vont se prendre un plateau empli ainsi que le matériel de leur couleur. Ce qui va inclure un jeton cassette, un jeton disque, un marqueur de score, des marqueurs à notre couleur, une base de standee à notre couleur et notre pic d'initiative ainsi qu'un jeton ici de roche de sucre. Les joueurs vont aussi commencer la partie avec un jeton de bonbons et $1. On retrouve 4 roulettes dans le haut du plateau empli. Les 3 roulettes qui sont ici sont les 3 statistiques de base, donc le chant, la réputation ainsi que le nombre de chansons qu'on connaît. Chacune de ces 3 caractéristiques va commencer avec une valeur de 2 au début de la partie. Ensuite, dans l'emplacement royauté, on va placer un de nos marqueurs de notre couleur sur la valeur 0. Et sur la dernière roulette, ici le craving de sucre, on va le placer à 0 pour commencer la partie. Et on va placer ici le marqueur de roche de sucre à off sur notre plateau empli. Les joueurs vont aller placer leurs jetons de cassette ainsi que leurs jetons de disque à côté du plateau principal. Ils n'ont pas ces jetons au début de la partie et devront faire des actions pour pouvoir les gagner. Les joueurs vont placer leur marqueur de score à côté de la piste de score du plateau principal, près de la case 1. On va ensuite déterminer un premier joueur au début de la partie. C'est le dernier joueur qui a chanté dans sa douche. On va donc prendre tous les jetons de pic d'initiative et on va placer le premier joueur en premier sur la piste d'initiative. Et on va ensuite placer les autres joueurs en sens horaire
pour débuter. Les joueurs vont ensuite piocher 2 cartes personnages, vont les regarder et vont se choisir un personnage pour la partie. Disons qu'on va prendre ici Kimi Kim. On va donc aller chercher le plateau de ce personnage et on va le placer sur notre plateau ampli. On va aussi prendre le standee de ce personnage et on va aller insérer la base de notre couleur sur celui-ci. Il va nous servir d'ouvrier pour faire nos actions sur le plateau principal. Sur le plateau personnage, on retrouve plusieurs informations, donc le nom du personnage, on va avoir aussi son rôle dans un groupe, donc ici c'est une chanteuse, on va avoir ici son genre, c'est une fille, c'est des informations qui peuvent être utilisées dans certains événements qui pourraient vous donner des bonus ou des malus. On va aussi avoir l'emplacement pour placer notre carte de travail et on va avoir aussi l'emplacement pour placer notre carte de manager. Chaque personnage vient aussi avec un pouvoir qui est indiqué sur son plateau. Ici, pour Kimi Kim, elle va pouvoir faire une relance lorsqu'elle va faire un jet de dés pour une envie de sucre. Certains autres personnages vont avoir des jetons spéciaux qui vont être reliés à leur habilité. Donc, ces jetons vont nous permettre de se rappeler quand on a utilisé l'habilité de notre personnage, mais ce n'est pas le cas pour le nôtre. On va ensuite mélanger les cartes expérience de vie et chaque joueur va piocher 2 cartes qu'il va placer dans sa zone de jeu tant que les cartes ont des symboles différents. Si jamais on a 2 cartes avec le même symbole, à ce moment-là, on va la remettre sous la pioche et on va aller piocher des cartes jusqu'à temps qu'on en ait 2 avec des symboles différents. Le texte sur ces cartes n'est pas important, c'est du texte de saveur, donc vous pouvez le lire si ça vous tente. Les joueurs vont ensuite piocher 3 cartes d'objectifs personnels et vont conserver 2 de ces 3 cartes pour la partie. Certaines cartes vont être gardées face cachée, alors que sur certaines cartes, on va vous dire de les révéler. Ce sont des cartes qui vont nous demander de faire un certain nombre de fois une action pendant la partie et on va pouvoir assigner un de nos cubes à cette carte et à chaque fois qu'on va exécuter l'action qui est demandée par la carte, on va pouvoir avancer notre cube sur la piste et lorsque ça sera fait 3 fois, on va pouvoir immédiatement gagner les points de victoire de cette carte objectif. Alors que l'autre type de carte objectif personnel va seulement se révéler à la fin de la partie et on va marquer des points selon ce qui est indiqué sur la carte. Les joueurs vont piocher 2 cartes job et vont en choisir une pour la partie. Donc, disons que je vais choisir d'être l'assistante exécutive et on va placer la carte sur cet emplacement de notre plateau personnage. On va ensuite piocher une carte manager par joueur et on va révéler les cartes face visible et les joueurs vont les choisir en ordre inverse de tour de jeu. Donc le joueur qui est dernier dans l'ordre d'initiative va choisir une carte en premier. Ensuite, l'autre joueur et mon joueur orange, comme il est premier, va avoir la carte restante qu'il va placer sur son emplacement manager de son plateau personnage. Une partie de Rock Hard 1977 se joue un maximum de 9 manches. À chaque manche, les joueurs vont aller faire des actions sur le plateau principal pendant le jour dans la section jaune, ensuite une action de soir dans la section verte et une action de nuit dans la section rouge. Leurs actions vont nous permettre d'augmenter les statistiques de leurs musiciens, d'augmenter leur valeur en chant, la valeur de réputation ainsi que le nombre de chansons qu'ils connaissent pour pouvoir éventuellement aller faire des spectacles dans les différentes salles pour faire des points de célébrité. Les joueurs pourront aussi enregistrer un démo sur une cassette et ensuite aller le présenter à une compagnie de disques pour tenter d'obtenir son premier contrat de disque, ce qui ouvrira les portes de l'industrie de la musique et ils pourront même laisser derrière leur petite job. Tout au long de la partie, les joueurs vont aussi tenter de faire les objectifs publics ainsi que leurs 2 objectifs personnels pour marquer davantage de points de célébrité. Et lorsqu'ils vont faire des activités sur la section de nuit, ils pourront aller visiter les différents emplacements pour faire des sorties et accumuler des symboles pour pouvoir faire des collections d'ensemble, donc soit 4 symboles identiques ou 4 symboles différents. Et chaque ensemble va nous permettre de marquer 5 points de célébrité. Les joueurs pourront même pousser leur chance en mangeant des bonbons pour pouvoir obtenir des actions bonus dans une des phases de jeu pour exécuter plusieurs actions. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie, soit qu'on arrive à la fin de la 9e manche, ou bien qu'à la fin d'une manche, un joueur a atteint 50 points de célébrité. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. On va donc passer au décompte final et le joueur qui aura le plus de points de célébrité sera désigné vainqueur et sera la prochaine Rockstar de 1977. Chaque manche se sépare en 5 phases. La première phase est la phase de préparation. Premièrement, on va retourner la première carte événement sur la pioche et on va lire l'effet de cette carte. Ça peut être un effet instantané ou un effet qui va changer une règle pour la manche en cours. Par exemple, cette carte événement va dire à tous les joueurs de prendre $1 de la réserve et de le mettre dans sa zone de jeu.
Et on va aussi retourner la première carte de Random Gigs de la manche. Donc, on va retourner la première carte A. Et c'est un endroit où les joueurs vont pouvoir faire un spectacle qui n'a pas de prérequis et qui va donner différents effets là, selon ce qui est indiqué sur la carte. Et les joueurs qui ont un horaire de travail variable vont lancer le dé pour savoir quel sera leur horaire de travail pour cette manche. Donc ici, j'ai obtenu un 4, ça veut dire que mon horaire de travail sera le soir. Et pour m'en rappeler, je peux placer un cube sur ma carte de travail. Et si jamais un des joueurs incarne Doc Sapphire, ce sera le temps pour lui de jouer un de ses 3 jetons de pouvoir spéciaux. On passe ensuite aux phases 2, 3 et 4, qui sont les 3 phases d'action du jeu. Ces phases vont se jouer à tour de rôle en suivant l'ordre d'initiative sur la piste initiative du plateau principal. Dans la phase 2, les joueurs vont aller faire une action de jour dans la section jaune du plateau. Dans la phase 3, les joueurs vont faire une action dans la section du soir, qui est la section verte du plateau. Et dans la phase 4, les joueurs vont aller faire une action dans la zone rouge, qui sont les actions de nuit. On peut aussi faire les actions qui peuvent être faites dans n'importe quel temps de la journée, qui sont les actions dans le haut du plateau principal. Sauf l'action de travailler qui peut seulement se faire selon notre horaire de travail, si notre emploi est de jour, de soir ou de nuit. Normalement, tous les joueurs ont une seule action à exécuter dans chacune des 3 phases d'action et ils vont le faire à tour de rôle selon l'ordre d'initiative. Mais au début de son tour de jeu, si un joueur le veut, il peut décider de dépenser un jeton de bonbons pour tenter d'obtenir des actions supplémentaires dans cette phase. Lorsqu'on dépense un jeton de bonbons, on va aller piocher la première carte du deck de Sugar Rush et on va aller lire ce qui est indiqué sur la carte. Donc ici, c'est la carte qui va me dire d'augmenter ma rage de sucre de 1. Donc je vais augmenter sur la roulette de mon plateau joueur et je vois que ça va me donner une action bonus et on va devoir lancer le dé pour savoir si on va tomber en hypoglycémie. Donc on va lancer le D6 et si on obtient égal ou supérieur à la valeur de notre rage de sucre, à ce moment-là, on conserve notre jeton ici de rage de sucre sur le côté vert. Plus tard dans la partie, plus ma rage de sucre va être élevée, plus ça va être difficile de réussir le jet de dés. Et si jamais on rate le jet de dés, à ce moment-là, on va retourner le jeton ici d'hypoglycémie sur le côté rouge. Donc le joueur va tomber en hypoglycémie. Cela ne l'empêchera pas de continuer à prendre des bonbons s'il le veut. Par contre, cela va faire qu'à la fin de la manche, il va avoir une petite pénalité. Donc, il devra placer son jeton de joueur à un endroit spécifique et il devra perdre une action pour se soigner à la prochaine manche. Mais pour l'instant, au début de la partie, ce n'est pas le cas. Donc, on va garder notre hypoglycémie sur le côté vert. Puisqu'on a réussi notre jet de dés, il fallait obtenir 1 et plus. Donc, on était sûr de le réussir. Le deck de Sugar Rush est composé de 8 cartes. On a 6 cartes qui sont identiques à celles qu'on vient de vous montrer, donc qui vont faire augmenter notre rage de sucre et qui vont nous permettre d'obtenir une action supplémentaire. Il y a une des 8 cartes qui est une carte critique qui va nous permettre d'avoir cette fois-ci 2 actions supplémentaires en augmentant notre rage de sucre de 1. Et on va avoir une carte qui est le bonbon sans sucre parmi les 8 qui lui ne fera pas augmenter notre rage mais qui ne nous donne pas d'action bonus. Un joueur est limité à utiliser un seul bonbon dans une phase d'action. Donc je peux utiliser un bonbon pour la phase d'action de jour, je pourrais utiliser un bonbon pour la phase d'action de soir et un bonbon pour la phase d'action de nuit. Mais il y a certaines actions sur le plateau principal qui seront limitées par les actions supplémentaires qu'on va gagner avec les bonbons. Ce sont des actions qui seront identifiées avec le symbole de bonbon. On vous expliquera ces spécificités lorsqu'on fera le tour des actions. Il existe 2 types d'emplacements d'actions sur le plateau principal. On a les emplacements qui ont un symbole d'infini, comme les actions dans le haut du plateau. C'est un emplacement qui n'est pas limité, donc on peut être plusieurs joueurs à la même place. Mais les actions qui n'ont pas le symbole d'infini, donc les actions, ce sont les endroits où il y a des flèches sur le plateau principal. Donc s'il n'y a pas le symbole d'infini comme ici, donc toutes les actions qui sont au milieu ici sont des actions limitées. C'est-à-dire que si un joueur est placé à cet emplacement-là, il est bloqué pour les autres joueurs. On retrouve aussi un code de couleur pour nous indiquer le coût des actions ainsi que les bénéfices et les prérequis pour faire certaines des actions. Par exemple, si je plaçais mon personnage sur cette case d'action, on voit ici qu'il y a le symbole du disque en bleu. Donc lorsqu'on a des symboles en bleu, ce sont des prérequis. C'est-à-dire que pour faire cette action, il faut que le joueur possède le disque de sa couleur. On a ensuite des éléments qui sont en rouge, ce sont les coûts de l'action. Donc ici on voit qu'il y a 3 $ en coûts, donc le joueur devrait dépenser 3 $ de sa réserve pour pouvoir exécuter cette action.
Et finalement, les symboles qui sont en noir sont les récompenses de l'action. Donc ici, on aurait 2 récompenses. On gagnerait 2 de réputation ici sur notre plateau personnage. Et on gagnerait 2 ici de points de victoire, là, 2 de fame, là, qui sont dans le fond les points de popularité. Donc regardons les effets des différentes actions dans la section de jour. Donc on a l'action ici d'aller faire une interview à la radio. C'est une action qui n'a pas de coût ni de prérequis et elle va simplement nous donner 1 point de réputation. Donc on va avancer ici notre réputation sur notre plateau joueur. Les 3 caractéristiques principales des joueurs qui sont sur leur plateau, donc ici on a le chant, la réputation et les chansons, sont numérotées sur des roulettes de 0 à 11. On ne peut donc jamais tomber dans le négatif pour une de ces caractéristiques, 0 étant le minimum qu'on peut avoir. Le maximum qu'on peut avoir est de 11. Si jamais on est déjà à 11 et qu'on gagne des points de cette caractéristique-là, à ce moment-là, on va gagner $1 à la place pour chaque point gagné. Et chacune de ces 3 caractéristiques à la fin de la partie, qui est au maximum, va aussi nous donner des points de victoire. Pour la deuxième action ici, le studio d'enregistrement, donc ça va nous coûter $1 et on va augmenter notre caractéristique de chant de 1. On a ensuite ici les Higher Indie Promo. Pour les faire, on doit avoir soit le disque pour l'action qui est là, ou ici avoir la cassette ou le disque. Et ce sont des actions qui vont nous coûter de l'argent pour pouvoir gagner un certain nombre de points de réputation et des points ici de fame, donc les points de victoire. Pour l'action du publiciste, c'est un peu le même principe. Ça va nous coûter $1 pour 1 point de réputation et 1 point de victoire. On a ensuite les 3 actions pour pouvoir engager des techniciens. Chacune des actions a le même effet, c'est juste que les coûts vont être de plus en plus élevés plus on descend dans les actions. Et selon le technicien qu'on engage, si c'est notre premier, notre deuxième ou notre troisième technicien, on va aussi payer de plus en plus cher. Donc, si le joueur se place sur l'action qui est là, et si c'est son premier technicien, il va lui coûter $1. Si c'est son deuxième technicien, il va lui coûter $3. Et si c'est son troisième technicien, il va lui coûter $5. Les joueurs peuvent engager un maximum de 3 techniciens au cours de la partie. Lorsqu'on engage un technicien, on va simplement prendre un jeton de technicien, on peut le placer du côté qu'on veut. Donc on a le technicien qui est dessiné d'un côté et on a le symbole du technicien de l'autre côté et on va le placer dans notre zone de jeu. Les techniciens seront des prérequis pour aller faire des spectacles dans des endroits qui sont plus grands et plus importants. Dans les actions de jour, ici, on retrouve le symbole du bonbon sur l'action d'engager des techniciens. C'est une action qui est donc limitée par les actions supplémentaires. Cela veut dire que cette action ne peut pas être exécutée 2 fois par le même joueur. Donc, si jamais le joueur a 1 ou 2 actions bonus grâce à ces bonbons, à ce moment-là, il peut seulement faire l'action d'engager un technicien une seule fois dans cette manche. Et pour ces actions bonus, il devra choisir parmi les autres actions disponibles dans le jour ou bien les actions dans le haut du plateau qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée. L'action suivante est d'aller chercher son disque, donc on va aller signer un album. Pour ce faire, on doit avoir au minimum notre démo, qui est la cassette, et on doit avoir 3 dans les 3 caractéristiques principales, donc 3 en chant, 3 en réputation et 3 en chanson. Ce sont des minimums, on peut être plus que ça dans les 3 caractéristiques. Et lorsque c'est fait, on va gagner notre disque, on va pouvoir le placer dans notre zone de jeu, et on va aussi augmenter notre royauté au premier niveau, là, si on a fait les prérequis de la première ligne d'action. Lorsqu'on augmente la royauté, on va augmenter notre cube pour le tiers 1 et on va débloquer un revenu de $2 qui va se faire dans la dernière phase de chacune des manches. Plus tard dans la partie, je peux revenir faire l'action pour renégocier mon contrat sur mon disque. À ce moment-là, je devrais avoir 5 dans chacune des caractéristiques ou bien 8 dans chacune des caractéristiques pour atteindre le tiers 2 et le tiers 3 de la royauté. Donc à ce moment-là, je vais augmenter mon cube sur la piste en conséquence, ce qui va augmenter mes revenus d'argent à la fin de la manche et ce qui va aussi me donner éventuellement des revenus de points de victoire. Et finalement, la dernière action de jour est l'action d'aller se soigner. C'est une action qui est ouverte, un symbole d'infini, c'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quel nombre de joueurs sur cette action. Lorsqu'on va l'exécuter, on va simplement descendre de 1 notre envie de sucre, de notre sugar rush, donc va descendre de 1. Et si jamais on était en hypoglycémie, à ce moment-là, on va retourner notre jeton du côté vert. Lorsqu'on tombe en hypoglycémie, on est obligé d'aller faire l'action de Recover pour se soigner et retourner son jeton ici du côté vert. Donc on est obligé d'aller faire cette action dans notre action de jour de la manche suivante lorsque cela nous arrive.
Donc, par exemple, une phase de jour pourrait se jouer de la façon suivante. Donc, le joueur orange commencerait avec sa première action. Il va aller faire une interview à la radio. Il va gagner 1 de réputation. Il a utilisé un bonbon et obtenu une action bonus. À ce moment-là, il va aller faire une autre action. Il va déplacer son personnage pour une deuxième action. Il va aller au studio, payer 1$ pour pouvoir augmenter sa caractéristique de champ d'1. Le joueur bleu, lui, décide d'aller engager son premier technicien en payant 1$ pour gagner un technicien. Et finalement, le joueur jaune, lui, va simplement aller faire une entrevue à la radio pour gagner 1 point de réputation. Et une fois que tous les joueurs ont fait leurs actions, à ce moment-là, on va passer à la prochaine phase, qui est la phase de soir. Donc, les joueurs vont aller aussi faire une action, mais cette fois-ci dans la zone verte du plateau principal. Donc, les joueurs vont simplement prendre le personnage où il se trouve dans le jour et vont aller le placer sur une action de soir pour pouvoir l'exécuter. La première action de soir est le studio, donc il est aussi ouvert le soir. Donc ici, il va coûter 2$ de soir et il va augmenter votre caractéristique de champ de 2. Tous les autres emplacements d'action de soir sont des endroits pour pouvoir faire des spectacles. C'est une façon qui est importante pour pouvoir augmenter nos caractéristiques et aussi gagner beaucoup de points de victoire. Mais plus les salles de spectacle sont importantes, plus les prérequis des actions vont être élevés. Donc les joueurs devront commencer à faire des spectacles dans des petits bars en ville avant de finir avec un show au Centre Bell. Et tous les emplacements de spectacle vont avoir le symbole du bonbon. Donc, on est limité à faire seulement un seul spectacle par phase de soir. Donc, si j'ai des actions supplémentaires grâce à des bonbons, je peux seulement faire un spectacle quand même. Et donc, mes actions bonus devront être faites sur soit l'action du studio ou bien les actions dans le haut du plateau qui peuvent être exécutées dans n'importe quelle période de la journée. Pour les spectacles, vous allez trouver les prérequis sur les cases d'action. Par exemple, ici, il nous faut 3 en valeur de champ. Et lorsqu'on fait un spectacle à cet endroit, on va gagner 1 point de réputation et 1 point de victoire. Ici, ça nous prend 3 de réputation pour gagner 1 point de champ et 1 point de victoire. Pour aller jouer au Panda Palace, il faut soit 4 en valeur de champ ou 5 de réputation, puisqu'il y a une barre oblique, c'est une des 2 caractéristiques. Il nous faut 3 chansons et il nous faut au moins un technicien pour pouvoir aller faire un spectacle. On va choisir un des 2 endroits pour pouvoir gagner les récompenses qui sont indiquées. Ici, on fait 1$. Ensuite, on va augmenter notre champ ou notre réputation de 1 et marquer 3 points de victoire. Ici, on va gagner 1 point de champ ou 1 point de réputation et on va marquer 3 points de victoire. Pour jouer un spectacle dans l'aréna, il nous faut 6 en valeur de champ au minimum, 8 de réputation, 5 chansons et au moins 2 techniciens. On peut ensuite choisir une des 3 actions disponibles. La première va nous donner 2$, va nous augmenter de 2 en valeur de champ ou de réputation, ou un mélange des deux, et marquer 5 points de victoire. L'action qui est ici va nous donner 1$, va augmenter notre caractéristique de champ ou de réputation de 1, et on va marquer 5 points de victoire. Et le spectacle qui est ici va simplement nous donner 6 points de victoire. Et finalement, pour faire un spectacle au Stadium, on a besoin d'avoir une somme de réputation et de champ qui va être au moins égale à 19 et plus. On doit avoir au moins 8 chansons, on doit avoir 3 techniciens et on doit avoir notre jeton de disque. À ce moment-là, on va choisir un des 5 emplacements pour pouvoir gagner les bénéfices. Ici, on va gagner 3 points d'argent, donc 3$. On va augmenter nos caractéristiques de champ ou de réputation de 3 et on va gagner 8 points de victoire. Ici, 2$, 2 points de champ, 1 point de réputation et 8 points de victoire. Ici, 2$, 1 point de champ, 2 points de réputation, 8 points de victoire. Ici, 2$, on augmente le champ ou la réputation de 1 et on marque 8 points de victoire. Et finalement, pour le dernier emplacement en bas, il donne seulement 10 points de victoire. Et il a un symbole d'infini, ce qui veut dire qu'on peut être plusieurs joueurs à cet endroit. Pour l'emplacement de la Random Gig, donc c'est le spectacle aléatoire qui va changer à chacune des manches. Si on décide d'aller à cet endroit-là, c'est un endroit qui a un symbole d'infini, donc plusieurs joueurs peuvent y aller. Et on va aller faire ce qui est indiqué sur la carte. Donc des fois, ce sont comme des petits spectacles à certains endroits. On va nous demander des fois certains prérequis ou certains coups pour pouvoir gagner des récompenses. Donc on va simplement suivre les instructions qui sont sur la carte. Et quand les joueurs ont fait leurs actions de soir, on va passer à la 4e phase, qui sont les actions de nuit, qui vont se passer dans la zone rouge du plateau principal. Sur les actions de la zone de nuit, ainsi que sur les actions dans le haut du plateau qu'on peut faire n'importe quand, on va retrouver une valeur numérique qui sera indiquée ici, qui va représenter l'ordre d'initiative pour la prochaine manche. Ça représente en fait l'heure à laquelle les joueurs vont se coucher, donc plus on se couche tard,
plus on va jouer en dernier à la prochaine manche. Si un joueur décide d'aller faire l'action ici de se coucher tôt, c'est une action qui est ouverte. On peut être plusieurs joueurs à y aller. C'est le premier joueur qui va y aller qui va avoir priorité. C'est une action qui ne donne absolument rien et ça va nous assurer par contre d'avoir l'initiative pour la prochaine manche. Lorsqu'on fait l'action de se coucher tôt, on ne peut pas manger de bonbons, donc on ne peut pas faire une action bonus avant ou après d'aller faire l'action de se coucher tôt. Si on décide de la faire, c'est la seule action qu'on va pouvoir faire dans notre phase de nuit. On peut aller faire l'action pour enregistrer notre cassette démo. C'est une action qui va nous coûter 3$ et on va gagner notre cassette. Donc c'est comme ça qu'on va gagner notre jeton de cassette qui lui va nous permettre ensuite d'aller signer notre contrat de disque chez l'éditeur. Les 5 autres emplacements d'action représentent les 5 endroits où on peut sortir en ville après notre spectacle. Chacun des endroits va être assigné à une des piles de cartes et chacune des piles de cartes va avoir son propre symbole. Et les symboles ici de la pile Slinky sont des symboles Joker qui vont pouvoir recopier n'importe quel des 4 autres symboles. Ces cartes représentent des événements aléatoires qui vont se passer lorsqu'on va faire des sorties. On peut donc gagner certains bénéfices en payant des coûts ou en ayant certains prérequis. Donc c'est une partie un peu aléatoire dans le jeu. Chacune des piles de cartes a une certaine thématique. Donc les cartes rouges de romance vont avoir tendance à nous donner de la réputation ou bien des chansons. Les cartes de plaisir de fête jaunes ont tendance à nous donner de l'argent ou bien des bonbons. Les cartes de téléphone ici ont tendance à nous donner des cartes qui vont briser les règles du jeu. Donc certaines de ces cartes vont nous donner un pouvoir à utiliser plus tard dans la partie. Et on va avoir les cartes ici avec l'appareil photo qui sont des cartes qui vont généralement nous donner de la réputation ou bien des points de célébrité, donc des points de victoire. Et les cartes Slinky n'ont aucun pouvoir, aucun effet, donc elles vont seulement nous permettre d'obtenir un symbole Joker. Si un joueur vient se placer sur un emplacement où il y a un symbole d'étoile, donc ce sont les 2 emplacements les plus tard pour l'initiative, à ce moment-là, on va gagner immédiatement cette valeur en points de célébrité, donc en points de victoire. Ensuite, on va retourner la première carte de la pioche et on va aller lire la carte. Et souvent, on va vous offrir un choix qui va vous permettre d'obtenir certaines récompenses en ayant des prérequis ou en dépensant certaines ressources. Quelquefois, la carte va avoir un pouvoir spécial qu'on pourra utiliser plus tard dans la partie. Donc à ce moment-là, on va la garder face visible dans notre zone de jeu. En plus des effets de ces cartes de sortie, lorsqu'on va gagner la carte, on va la placer dans notre zone de jeu et on va cumuler différents symboles dans notre zone de jeu pour tenter de faire des collections d'ensemble qui vont aussi nous donner des points de victoire. Dès qu'un joueur est capable de former un ensemble, il devra le faire immédiatement et marquer ses 5 points de victoire immédiatement. Pour marquer des points, on doit faire un ensemble soit de 4 cartes identiques, donc 4 cartes avec le même symbole, ou bien avoir un ensemble de 4 cartes avec des symboles différents, donc un symbole de chaque sorte. Lorsqu'on fait un ensemble, on va mettre ces cartes de côté. Ces cartes ne pourront pas former d'autres ensembles à ce moment-là. Et à ce moment-là, on va marquer les 5 points de victoire immédiatement. Si une des cartes prises pour faire l'ensemble est une carte avec un pouvoir qu'on n'a pas encore utilisé, on peut quand même utiliser le pouvoir de cette carte plus tard. Donc on peut la laisser face visible sur le dessus pour pouvoir se rappeler qu'on a ce pouvoir. Lorsqu'on accumule des cartes symboles Joker, on peut les assigner dans n'importe quel ensemble, mais dès qu'on est obligé de faire un ensemble, on doit le faire. Si jamais le symbole Joker pourrait aller dans 2 ensembles différents à ce moment-là, on peut décider dans quel ensemble on veut le commettre. Les symboles Joker nous permettent de faire les ensembles, mais ne compteront pas pour les objectifs. Par exemple, un objectif qui nous demanderait d'être le joueur avec le plus de symboles rouges. Donc les Jokers à ce moment-là ne compteraient pas comme des symboles rouges pour cet objectif. Et finalement, dans les 3 phases d'action de jour, de soir et de nuit, on peut aussi aller faire les actions qui sont dans le haut du plateau, qui sont des actions qui peuvent se faire dans n'importe quelle période de la journée. Ce sont toutes des actions avec un symbole d'infini, donc on peut être plusieurs personnages à cet endroit-là. Et on va aussi avoir la main qui signifie qu'on va bumper le joueur qui se trouvait à cet endroit-là. Ce que ça veut dire que si un joueur est déjà présent sur cette action et qu'un autre joueur décide de s'y placer, il va bumper vers la droite, donc il va placer son personnage à la gauche de celui qui était déjà là. Et il va donc avoir priorité sur celui-ci pour pouvoir déterminer l'initiative à la fin de la manche. Les effets de ces actions, donc la première action va nous permettre d'acheter ou de vendre des bonbons. On peut faire jusqu'à 3 transactions. Donc, je pourrais acheter 3 bonbons, vendre 3 bonbons ou une combinaison des 2. La deuxième action est de donner du sang. On va tout simplement gagner $1.
La troisième action va nous permettre d'aller écrire une chanson. On va donc augmenter notre caractéristique de chanson de 1 sur notre plateau joueur. Et la dernière action est l'action de travailler. Cette action peut seulement se faire à la période de la journée qui est la même que l'horaire de notre travail. Donc, par exemple, ici, si j'ai un personnage qui a un horaire variable et qu'on avait obtenu ici le soir, donc, dans mon action de soir, je peux décider d'aller me placer sur l'action de travail et la récompense sera de faire mon salaire ici qui est de 2 $. Certains joueurs vont avoir des payes variables. Donc, par exemple, ici, le serveur qui, lui, doit travailler la nuit et il va lancer le dé pour savoir ce qu'il doit faire comme salaire. Donc, il peut faire un salaire de 2, de 3 ou bien payer 2. Par exemple, le joueur qui est ici travaille de soir. Si jamais dans ses actions de soir, il décide de ne pas aller travailler, qu'il décide d'aller faire un spectacle à la place d'aller travailler, à ce moment-là, il va gagner un jeton d'absence au travail. Si le joueur accumule 3 jetons d'absence au travail, à ce moment-là, il sera mis à pied et il va défausser sa carte de travail. Il sera maintenant musicien à temps plein. Il va défausser aussi ses jetons d'absence. Il n'aura plus de travail. Il pourra se consacrer entièrement à la musique. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, il ne pourra plus aller faire l'action de travailler sur le plateau principal. On peut aussi décider volontairement de laisser tomber notre travail lorsqu'on fait une action qui est différente dans la même case horaire que notre travail. Une fois les actions de nuit terminées, on passe à la 5e phase qui est la phase de nettoyage. Premièrement, les joueurs vont gagner des royautés. Donc, si leur cube de royauté est au niveau 1, ils vont gagner 2 $. S'il est au niveau 2, ils vont gagner 3 $ et 1 point de célébrité. Et s'il est au niveau 3, ils vont gagner 5 $ et 2 points de célébrité. Si on est au niveau 0, à ce moment-là, les joueurs ne gagnent rien. Ensuite, selon la manche à laquelle on se trouve, on devra peut-être payer le salaire de notre manager. Notre manager nous donne un pouvoir qu'on peut utiliser tout au long de la partie et on devra lui payer de l'argent 3 fois dans la partie selon à quelle manche on se trouve. Donc, à la fin de la 3e manche, on devra payer 1 $. À la fin de la 6e manche, on devra le payer 3 $. Et finalement, à la fin de la partie, peu importe si ça se déclenche avant la fin de la 9e manche ou avant, donc ça va être 5 $ à notre manager. Si jamais on n'est pas capable de payer notre manager, on va perdre 3 points de célébrité, donc 3 points de victoire par dollar qu'on n'est pas capable de lui payer. Ensuite, on va déterminer l'ordre d'initiative pour la prochaine manche. On va donc regarder l'emplacement où les joueurs sont situés à la fin de la manche. Donc ici, le joueur bleu va devenir premier puisqu'il a le chiffre le plus petit. Donc, il va être en premier. Le joueur jaune est en deuxième avec 6 et le joueur orange va tomber dernier puisqu'il a 11. Donc, c'est donc lui qui s'est couché le plus tard. Les joueurs vont ensuite reprendre leur personnage et le placer dans leur zone de jeu. Si jamais un joueur est tombé en hypoglycémie dans la manche, à ce moment-là, il va placer sa figurine sur l'action de soin, puisqu'il sera obligé de faire cette action dans sa phase de jour à la prochaine manche. On va ensuite remélanger les cartes de Sugar Rush pour reformer la pioche. On peut défausser la carte événement ainsi que la carte Random Gigs. Et on va remélanger les jetons de sortie populaire. Donc, ces jetons vont changer d'emplacement à chaque manche. Donc, on va les replacer au hasard à des nouveaux emplacements. Donc, les sorties qui vont donner des points de victoire ou qui auront des chiffres élevés seront différentes à chacune des manches. Et finalement, on va avancer le marqueur de manche d'une case sur le calendrier. Et on va commencer la 2e manche et on va continuer la partie ainsi jusqu'à temps qu'on déclenche une des conditions de fin de partie. La première condition, c'est si jamais on arrive au bout de la 9e manche, donc après le mois de décembre, ça va mettre fin automatiquement à la partie. Ou sinon, si rendu à la phase de nettoyage, un joueur a réussi à atteindre 50 points de célébrité, donc 50 points de victoire, à ce moment-là, ça sera aussi la fin de la partie qui va se déclencher et on va passer au décompte final des points. En plus des points déjà marqués pendant la partie, les joueurs vont ajouter à cela les objectifs communs. Certains objectifs communs sont des courses pendant la partie. Donc ici, c'était le premier à avoir engagé 3 techniciens. Donc le joueur orange avait réclamé cet objectif. Les 2 autres objectifs communs sont des objectifs de fin de partie. Donc on va vérifier qui a le plus des éléments qui sont demandés par ces cartes. Le joueur bleu est celui qui a le plus de cartes sorties rouges. Il va donc marquer 5 points. Et le joueur orange est celui qui a le plus de chansons. Il a 11 chansons. Il va marquer 5 points. Dans une partie à 2 et 3 joueurs, si jamais on a une égalité pour les objectifs de fin de partie, à ce moment-là, personne ne va les scorer.
On va ensuite regarder nos objectifs personnels de fin de partie. Ceux qui avaient des cubes et qu'on devait faire une action pendant la partie, on va les scorer immédiatement pendant la partie. Mais ceux de fin de partie, on va regarder les conditions. Ici, c'était de terminer la partie avec une valeur égale en champ et en réputation. Ce qui est le cas, j'ai 10 dans chacune des deux caractéristiques. Je vais donc marquer 5 points. Pour notre argent restant, chaque tranche de 3 $ va nous donner 1 point. J'ai donc 6 $. Je vais donc marquer 2 points. Et finalement, pour chacune de mes 3 caractéristiques principales au maximum, donc à 11, je vais marquer 2 points. J'ai seulement 11 en chanson, je vais donc marquer 2 points pour mes caractéristiques. Si jamais un joueur réussit à augmenter ses 3 caractéristiques au maximum, il va marquer 6 points et en plus, il aura un 2 points bonus pour un total de 8 points pour ses 3 caractéristiques au maximum. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur et sera la prochaine star du rock and roll en 1977. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de réputation, sinon le joueur qui a le plus d'argent, ou bien le joueur qui a le plus haut niveau de royauté qui va départager l'égalité. Si on n'est pas capable, ensuite de ces 3 conditions-là, de départager l'égalité, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Rock Hard 1977. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Rock Hard 1977? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, j'adore le côté visuel du jeu, l'espèce de vibe rétro. Donc, c'est un jeu qui se passe en 1977. Donc, on a toute cette nostalgie-là qui embarque. Puis, je trouve que le design du plateau le représente vraiment bien. Donc, c'est magnifiquement illustré. C'est aussi un plateau qui est super fonctionnel. Donc, on a les zones de couleurs pour les 3 zones d'action. Toute l'iconographie qu'on utilise sur le plateau. Donc, une couleur pour les coûts des actions, une couleur pour les prérequis, une couleur pour les gains. C'est vraiment très clair. C'est vraiment tout fonctionne avec l'iconographie, même si le jeu est en anglais. Donc, il n'y a aucun texte sur le plateau. Puis, on comprend vraiment là, comment les actions fonctionnent. Fait que ça, c'est très intéressant. Puis, niveau matériel, c'est aussi une belle production. J'adore les petits standees en acrylique pour pouvoir voir les musiciens. Donc, c'est vraiment beau, ça détonne sur le plateau. On les voit bien aussi que les bases de couleurs, c'est facile de se retrouver. On a aussi les plateaux avec les petits amplis, avec les petites roulettes pour les caractéristiques, pour le Sugar Rush. Donc, c'est vraiment très sympathique comme matériel. C'est vraiment très, très bien. On met notre personnage au milieu, on met nos affaires sur le dessus de notre personnage. Fait que beau plateau de joueur, beau plateau principal, super efficace. Je vous ai pas parlé tantôt des aides de jeu, mais il y a des cartes aides de jeu, donc une carte qui est recto-verso. D'un côté, vous avez vraiment tout le détail des phases, des 5 phases d'action qu'on retrouve dans une manche. Puis de l'autre côté, vous avez les différents symboles, mais ça aussi, on les comprend rapidement. Fait que honnêtement, on en a presque pas besoin. C'est un jeu qui s'apprend vraiment très bien grâce à ce système-là de couleurs, d'iconographie là, qui est vraiment très efficace. Un livret de règles super efficace aussi, donc il se prend bien en main, facile à lire, des exemples aussi, facile de retrouver de l'information, fait que c'est quand même très bien pour le livret d'inscription, le livret d'instruction plutôt. Donc ensuite, on a côté gameplay, on a ce qui est intéressant, c'est le thème, je pense, c'est ça qui va attirer beaucoup de monde vers ce jeu-là. Donc un thème qui est original, le thème de jouer une espèce de rockstar qui est en devenir. Donc on est un petit musicien qui fait ça à temps partiel, mais qui a aussi sa petite job à temps partiel. Ça me fait penser un peu à une partie de la poursuite du bonheur. Donc c'est un peu le même principe. On va faire évoluer l'histoire de notre personnage en faisant progresser sa partie. À un moment donné, il va être capable d'aller ramasser assez d'argent puis avoir assez de chansons pour aller enregistrer son petit démo sur sa cassette. Puis après ça, il va aller montrer sa cassette à une compagnie de disques qui là va, on va produire ton premier disque, puis là, tu vas commencer à faire un petit peu d'argent parce que tu as un disque. Fait que là, tu peux penser à abandonner ta job à temps partiel puis te consacrer juste sur les spectacles. Fait que quand on joue, on a l'impression qu'on raconte une histoire comme ça. Fait que le thème est quand même assez immersif. Puis c'est ça, je pense, qui va plaire aux gens parce que c'est un thème qui rejoint beaucoup de monde. Le monde de la musique, le monde du rock and roll. Donc c'est très intéressant. C'est très quelque chose qu'on n'a pas vu souvent justement dans le jeu de société, les thèmes musicaux. Fait que je trouve que ça fait un peu plus vivant quand on joue la partie. Là, puis d'avoir toutes ces petites anecdotes-là qui peuvent survenir au fur et à mesure qu'on va faire nos actions. Puis qu'on fait progresser l'histoire de notre futur rockstar. On a aussi toutes les cartes de sortie qui sont des petites anecdotes
des choses qui pourraient arriver à des musiciens quand ils sortent en ville après leur concert, mais ça reste toujours quelque chose qui est écrit de façon kid-friendly, on va dire. Donc, il n'y a pas vraiment de trucs déplacés qui sont écrits. On peut s'imaginer avec les phrases et les affirmations de ce qu'on fait pendant nos sorties. On peut extrapoler puis se faire des histoires un peu farfelues entre adultes si ça nous tente, mais on a enlevé toutes les connotations pour rendre le jeu plus accessible à un grand public. Fait que ça, je pense que c'était une bonne idée de concentrer ça sur le ludique puis de laisser cette place-là à l'imagination pour ceux qui veulent le faire puis qui veulent enrichir l'histoire de leur rockstar qui va peut-être rencontrer des jumelles dans le bar en sortant après son show. Il y a aussi la mécanique des candy. Donc, évidemment, des candy, je suis pas sûr c'est ça que les grosses rockstars consomment pour faire plus d'action ou pouvoir veiller plus tard. Mais encore une fois, je pense que d'enlever un peu le thème de la drogue puis de le remplacer par des bonbons, c'est correct. On comprend le principe puis ça reste justement un jeu qui va rester kill-friendly avec son thème. J'aime les jeux qui nous donnent plusieurs objectifs à accomplir. Dans celui-là, on a à la fois des objectifs personnels puis à la fois des objectifs communs. Les objectifs communs et personnels peuvent être une course, donc des choses à faire pendant la partie. Fait qu'il faut que je me concentre là-dessus si je veux faire des points. Ou bien, on a des choses à la fin de la partie. Bien, celui qui a le plus dans telle affaire, bien, c'est lui qui va pouvoir scorer l'objectif. Si on joue à 4-5, il y a 3 positions pour les points. Si on joue à 2 et 3, il y a seulement une seule position pour les objectifs. Fait que ça peut quand même faire une bonne différence. On a un total de 10 personnages dans le jeu, donc 10 musiciens différents qu'on peut incarner, et chacun a son propre pouvoir. Il y en a qui viennent avec des jetons pour te rappeler justement quand tu utilises ton pouvoir de placer tel jeton à tel endroit. Fait que c'est quand même un bel aide visuel pour pouvoir bien gérer son pouvoir. En plus du pouvoir de notre personnage, on a le pouvoir de notre manager qu'on va drafter au début de la partie. On va avoir aussi à gérer la carte de job qu'on va recevoir. On va aussi commencer avec certains symboles pour les collections d'ensemble avec les cartes d'expérience de vie. Fait qu'il y a quand même une bonne variété de cartes qui vont mélanger puis qui vont former notre personnage. Par contre, si on tombe de l'autre côté, cette variété-là, c'est beaucoup de petits paquets de cartes à gérer au début de la partie. Donc, si on tombe dans les côtés négatifs, il y a quand même un temps de setup qui est quand même long pour un petit jeu comme ça qui va nous prendre 45, 60, 75 minutes. Donc, ça me fait penser un peu à Château Blanc, dans le même type de setup un peu que Château Blanc, le fait de placer plein d'affaires sur le plateau, d'avoir plein de trucs à drafter pour construire notre personnage. C'est des trucs qui sont cool, mais c'est des trucs qui sont quand même longs à déployer. Côté matériel, je suis pas un grand fan du paper money. Il est quand même drôle le paper money dans le sens qu'on a dessiné des petites affaires dessus. Donc des fois on va trouver une trace de rouge à lèvres sur un billet avec un numéro de téléphone décrit. Fait qu'on a quand même mis des petits éléments immersifs sur le paper money, mais évidemment c'est des trucs qui vont quand même s'user rapidement. Fait qu'il faut faire attention avec ça. C'est pas dans mes composantes favorites. Sinon, la mécanique un peu de push-your-luck avec les bonbons, je trouve qu'ils ont mis peut-être une couche de trop de hasard, dans le sens qu'ils ont mis 2 push-your-luck. Tu as un premier push-your-luck de piocher une carte qui va te donner une action, où tu as quand même 7 chances sur 8 que ça te donne une chance sur 8 que ça te donne 2 actions, mais tu as quand même une chance sur 8 que ça te donne fuck all. Puis dans ce genre de jeu-là, de placement d'ouvriers, de gaspiller un bonbon pour faire aucune action spéciale de plus, c'est un peu décevant. En plus de ça, si tu réussis à faire des actions supplémentaires, ben là tu vas avoir le côté push-your-luck avec ton jet de Sugar Rush, savoir si tu tombes en hypoglycémie. Fait que je trouve que déjà, le fait d'avoir des actions bonus va déjà te donner quelque chose de mauvais sur le long terme, qui est d'augmenter ton craving de sucre. Fait que peut-être avoir une chance d'avoir rien dans le deck, je trouve que c'est un peu plate. Honnêtement, j'aurais juste mis des cartes qui donnent une action supplémentaire pour être sûr que tu fais une action supplémentaire quand tu dépenses un bonbon, mais que le côté hasard reste sur le jet de dés et non pas aussi sur le paquet de cartes. Les cartes de sortie sont très thématiques, mais elles me font un peu penser aux cartes intrigues dans Dune Imperium. C'est des cartes qui peuvent faire tellement d'effets différents. Ça veut pas dire que tu vas pogner la carte qui justement te permet de dépenser ce que que tu peux dépenser pour gagner ce que tu avais de besoin. Des fois, ça peut être une carte que tu pioches puis qui te donne absolument rien côté pouvoir, ou l'effet de la carte te fait rien. Oui, tu gardes la carte pareil pour faire tes collections d'ensemble puis faire des points, mais c'est un peu décevant quand tu pioches 2 ou 3 cartes qui te donnent rien pendant la partie, alors que des fois les autres joueurs vont avoir des pouvoirs vraiment utiles ou des choses qu'ils avaient vraiment besoin avec ce qu'ils étaient en train de faire dans la partie. Fait qu'il y a un côté quand même très hasardeux là, avec ces cartes de sortie-là. Dans les parties à 2-3 joueurs, il y a seulement une seule position sur les objectifs communs. Je trouve que c'est peu. On aurait quand même pu mettre 2 positions, une à 5 points, puis peut-être une deuxième à 2 points. Je trouve que c'est quand même assez cutthroat d'avoir une seule personne parmi les 3 qui peut accomplir l'objectif.
Et finalement, il n'y a pas de mode solo à l'intérieur du jeu. J'avoue que dans les jeux de placement d'ouvriers, je pense que c'est quand même facile à designer des petits modes solo qui peuvent être efficaces puis simples à gérer, mais on ne s'est même pas donné la peine dans ce jeu-là. Somme toute, Rock Hard 1967, je vais lui donner une note de B. Donc un bon petit jeu super thématique qui je pense va attirer beaucoup de monde par son esthétisme, par son thème qui est vraiment bien exploité, on ressent ce thème-là à l'intérieur du jeu, donc il est quand même assez immersif, même si ça reste un jeu de gestion, un jeu de placement d'ouvriers. Par contre, je trouve que c'est un jeu qui est un peu dirigé dans le sens oui, on veut augmenter les statistiques de notre musicien, on va aller faire un plus gros spectacle, puis éventuellement, on va essayer de faire les gros spectacles qui vont donner beaucoup de points. Entre ça, on essaie d'accomplir nos objectifs. Mais je trouve que le corridor, il est très dirigé, puis qu'il n'y a pas nécessairement des grosses décisions très stratégiques à prendre au travers de la partie. Donc, ça reste un jeu de gestion puis de placement d'ouvriers qui va vraiment être simple, léger, puis que tu ne casseras pas trop la tête, mais qui va quand même être agréable à jouer de temps en temps. Ou justement les joueurs qui aiment moins les gros jeux stratégiques très intenses, de tomber dans quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus immersif. Mais je pense que c'est un jeu qui pourrait bien vous plaire. C'est un jeu qui me fait beaucoup penser aux jeux Distill, donc des jeux qui sont euro, qui sont très thématiques. C'est ça qui vient en premier, mais qui reste quand même léger au niveau des mécaniques et qui te dirige quand même beaucoup dans ce que tu as à accomplir pendant ta partie. Le jeu devrait arriver en boutique très prochainement, donc c'est un jeu qui sortait pour la Gen Con, qu'on a eu la chance d'avoir un petit peu quelques jours avant notre départ, puis on était capable de jouer pour pouvoir vous le présenter. Sinon, les jeux de Devir Games sont habituellement traduits en français par Yellow, donc peut-être qu'il y aura une annonce, puis que c'est quelque chose qu'on va voir dans leur calendrier peut-être au début de 2025. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons, ce qui vous donne accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de rocker.